Salut. Alors, on continue directement la vidéo précédente où j'introduisais l'idée que je voulais apprendre une nouvelle compétence, une nouvelle discipline autour de la création de jeux vidéo et que je voulais m'entraîner à faire des jeux vidéo d'énigmes, des puzzle games, parce que c'est une des disciplines les plus, je vais dire les plus compliquées. Pas forcément la plus compliquée, mais en tout cas euh, si on arrive à comprendre ce qu'ils font les fondamentaux de, d'un bon jeu d'énigmes, ça permet de comprendre des notions basiques mais nécessaires et importantes du game design dans le jeu vidéo, à savoir communiquer de manière non verbale des choses aux joueurs, lui enseigner des mécaniques de jeu, les réitérer, les transformer, les explorer. Et voilà, je vais rentrer dans le détail des choses que j'ai appris justement en développant des jeux en pixel art de type Sokoban grâce à l'outil PuzzleScript, qui est un outil donc développé par Stephen euh, Lavelle, qui est notamment le créateur du jeu Stephen Sausage Roll, qu'on voit ici, qui est un jeu en 3 dimensions où on a un petit personnage avec l'aide d'une fourche qui va devoir pousser des saucisses pour les griller des deux côtés. Euh, Dit comme ça, c'est un peu rigolo, ça a l'air d'être un peu étrange et pas très joli comme jeu, mais c'est un des jeux d'énigmes les plus complexes et riches jamais fait, je pense. Et le gars est pas à son premier coup d'essai parce que justement, il a développé son propre outil open source, donc Puzzle Script, qu'il a mis gratuitement à disposition des, euh, des gens en ligne. C'est un outil open source. Et du coup, je vais passer en review un peu les premières expérimentations. Euh, donc, pour prendre en main l'outil, j'ai commencé à m'amuser avec un petit jeu où on incarne une carotte qui va devoir trouver des fusils pour tuer tous les lapins. Je l'ai passé en vitesse de lecture x2. Euh, donc c'est pas le jeu le plus intéressant en termes de puzzle et game design, même si je trouve qu'il a des idées qui étaient un peu rigolotes. Euh, Dans le sens où là, c'est un niveau qui enseigne l'idée que, ah, en fait, il faut se faire croquer par les carottes pour pouvoir traverser certaines haies, il faut être plus petit pour justement trouver la bonne séquence d'action pour résoudre le niveau. Euh, voilà, donc j'ai passé un peu rapidement ces premières expérimentations euh, qui sont de l'ordre de la découverte, où je m'étais déjà bien amusé, mais qui sont un petit peu, on va dire, euh, pas naïfs dans leur approche, mais voilà, euh, c'est les premiers coups d'essai, on va dire. Euh, ouais, l'idée de ce genre de jeu, c'est d'explorer et transformer le potentiel des jeux de type Sokoban. Sokoban qui est un jeu japonais des années 80, il me semble, ou 70, euh, qui était un jeu en pixel art sur borne d'arcade, si je dis pas de bêtises. Bon, c'est pas vraiment le propos de la vidéo, mais voilà. Où le but c'est de pousser les caisses. Et en fait, en prenant ces fondamentaux-là, et qu'on prend le code source, on va dire, de ce type de jeu, très vite on peut pousser le code dans ses retranchements et faire des choses nouvelles. On n'est pas obligé de faire un jeu où on pousse des caisses, on peut faire un jeu où on tire des caisses, on peut faire un jeu où on se téléporte à la place des caisses. Et quand on commence à jouer avec le potentiel de déplacement case par case, on s'aperçoit qu'en fait on peut faire des choses très différentes de ce que le jeu pouvait faire au début. Donc ici par exemple,
c'est une de mes explorations de game design où il faut tirer des flèches sur des cibles. Quand toutes les cibles sont détruites, ça ouvre une porte. Et pour pouvoir détruire toutes les cibles, il faut faire rebondir notre flèche sur des miroirs. Et donc on peut pousser et déplacer les miroirs pour changer le chemin potentiel que va faire la flèche. J'ai fait des niveaux où justement après je vais pousser cette idée-là dans ses retranchements en faisant des niveaux de plus en plus complexes, limite un peu absurde et pas très clair. Donc c'est une de mes premières erreurs d'apprentissage où je me suis rendu compte qu'en fait un puzzle euh, simple et intéressant pouvait être plus riche qu'un puzzle complexe et compliqué pour le joueur. Donc c'est quelque chose qu'ensuite j'ai essayé d'appliquer, de me concentrer sur la simplicité et un concept simple qui est développé et itéré de niveau en niveau, et où chaque niveau contient une idée simple autour de ce concept. Et un des premiers trucs qu'on se rend compte quand on commence à designer des niveaux, euh, les jeux d'énigmes sont un médium très intéressant, notamment les jeux d'énigmes faits à la main, parce qu'il peut y avoir des jeux d'énigmes procéduraux, euh, euh, où il y a un algorithme qui va générer de manière non pas aléatoire mais procédurale des niveaux. Donc ça permet d'en faire beaucoup et d'avoir beaucoup de rejouabilité, d'avoir quelque chose de fun pour le joueur. Mais les jeux d'énigmes, on va dire, qui ont un nombre de niveaux fini, où chaque niveau est fait main, sont intéressants dans le sens où chaque niveau a été pensé pour enseigner une idée ou transmettre une idée de game design aux joueurs et une idée unique. Euh, Ça marche pas pour des jeux qui, euh, qui sont justement où les énigmes vont potentiellement avoir plusieurs solutions possibles à un même problème. Ça peut l'être, mais souvent, euh, le fait de créer un niveau qui a un problème avec une solution unique, en fait, le niveau est designé de telle sorte que cette solution unique soit le résultat d'une synergie ou de combinaison des règles qui soit intéressante. Et en fait, le fait de créer et offrir cette solution au joueur qu'il doit trouver par lui-même, c'est ce qui lui transmet une idée et c'est une manière de communiquer aux joueurs de manière non verbale en mode hey, regarde, t'as vu, en fait, il y a quelque chose d'intéressant à faire ici avec la combinaison de ces mécaniques de jeu. Donc c'est pour ça que c'est un type de jeu qui est assez passionnant et assez intéressant à designer. Ici, c'est un autre de petits jeux que j'ai fait, qui n'est pas forcément intéressant en termes de game design. C'est juste des simples labyrinthes avec des loups qui nous chassent. Mais c'était plus une exploration visuelle. Et je voulais donner un mood avec, voilà, donner la sensation qu'on est dans la forêt hivernale et donner peur aux joueurs et reprendre un peu des petits tricks de jeux vidéo qu'on pouvait voir dans des vieux jeux comme les premiers Tomb Raider avec ce fog, ce brouillard qui est, on voit vraiment pas loin et on peut être surpris par l'arrivée d'un T-Rex ou ce genre de choses. Et donc le fait d'obturer la vue du joueur, c'est ça qui stimule son imaginaire et crée de la peur. Mais voilà, on va passer aux exemples suivants. Ok, donc River Simulator, c'est pareil, c'est plus une exploration de graphiste où je voulais voir si on pouvait animer en pixel art des rivières. Donc pareil, là c'est plus une exploration visuelle.
Et les exemples dont je veux parler plus précisément, voilà, c'est à partir de Color Key, euh, qui pour moi est le début de mes explorations personnelles de game design qui étaient, on va dire, plus minimalistes et simples, et qui se concentraient sur, on va dire, des idées presque élémentaires du jeu vidéo, euh, tout en les poussant dans leur retranchement. Et donc ici, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui est vu et éprouvé dans le jeu vidéo? C'est le principe de clé et de porte. Euh, et je m'inspire ici de la méthode de Jonathan Blow qu'il a développée dans Bread et The Witness, où notamment dans The Witness, chaque panneau est une énigme et chaque panneau est extrêmement simple. Et on avance pas à pas, et à la fin du jeu, en fait, on arrive à des puzzles qui sont très complexes, qui utilisent tous les savoir-faire qui ont été enseignés dans le jeu au fur et à mesure. Et, euh, et, euh, et si quelqu'un, un joueur novice, découvrait les puzzles de fin, ça prendrait beaucoup de temps verbalement à expliquer tout ce qu'il faut faire et pourquoi et comment, alors que tout l'ensemble des mécaniques de jeu ainsi que leur synergie et leur combinaison ont été introduites de manière non verbale au fur et à mesure au cours du jeu. Et voilà, donc, notamment dans Color Key, après les premiers niveaux où il y a des clés et des portes blanches, une clé ouvre une porte. Ici, je m'amuse à commencer à introduire la notion de couleur, quelque chose qu'on pouvait déjà voir dans le jeu Adventure ou dans les Doom, avec des cartes qui permettaient d'ouvrir la porte bleue, la porte orange, la porte verte, etc. pour avancer dans les niveaux. Et là, euh, vu que c'est un jeu qui est minimaliste, qu'il n'y a pas d'ennemis, qu'il n'y a pas de combat, que l'ensemble du niveau fait partie euh, d'un écran que le voit en entier, ça force le joueur à prendre le temps d'observer, euh, voir où se trouve là où les sorties, et de se faire un chemin mental potentiel de là où il doit aller pour résoudre l'énigme et l'inviter à réfléchir et voilà. Euh, Ce qui fait une bonne énigme, c'est une énigme où visuellement toutes les, tous les éléments nécessaires à la résolution de l'énigme sont déjà présents face au joueur. Euh, c'est quelque chose que j'ai appris justement en faisant ce jeu. Euh, le fait d'avoir une scène, un écran égale un niveau, il n'y a pas de piège. Je privilégie la lisibilité à la confusion. Un bon puzzle n'est pas un puzzle confus. Un bon puzzle est un puzzle clair, avec tous les éléments nécessaires à la résolution déjà disponibles sur l'écran. Mais il peut y avoir des pièges où la manière dont sont disposées les clés et les portes invite le joueur à le résoudre de manière naïve dans un premier temps, qui l'amène à une impasse, et il va devoir justement réfléchir à deux fois avant de juste sauter un peu dans la gueule du loup euh, et réenvisager potentiellement des choses qu'il a apprises qui lui paraissent évidentes après certains niveaux. Euh, et cette manière de réenvisager les mécaniques vont lui faire prendre conscience d'un potentiel caché des synergies qui étaient déjà disponibles dès le début mais qu'il n'avait pas vu. Et c'est ça qui fait un peu le clic, le haha moment et le plaisir de comprendre l'astuce et la solution, qui était évidente depuis le début mais qui était cachée dans son esprit. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me passionne à travers les jeux d'énigmes. Je vais passer un petit peu plus vite, parce que là on est encore au tout début de ce jeu-là. Je vais passer en vitesse de lecture x2. Euh, donc les premiers niveaux étaient très simples, il y avait toujours la clé rouge qui ouvre la porte rouge, la clé bleue qui ouvre la porte bleue, dans un ordre séquentiel très simple.
Au début, je commençais à brouiller un peu les pistes, et plus ça avance, plus ça donne une sensation de complexité et de richesse, alors que finalement la solution est relativement simple, et la manière dont sont disposés les éléments guide le joueur naturellement vers la solution. Et là, ça c'est un des premiers niveaux qui me paraît intéressant, c'est que la première fois que le joueur arrive ici, il peut être un peu submergé par le nombre d'informations disponibles, mais la manière dont sont disposés les éléments, en fait, le guide et évite qu'il fasse un peu n'importe quoi et qu'il soit perdu dans un trop grand nombre de possibilités de résolution. En fait, les niveaux sont quand même relativement faciles à résoudre et la manière dont ils sont agencés invite l'inconscient du joueur à comprendre le, la solution de l'énigme. De toute manière, je vais mettre les liens des jeux disponibles gratuitement sur itch.io dans la description si jamais vous voulez explorer par vous-même ces créations. Euh, voilà. Et du coup, en fait, là, on va dire la thématique principale de ce jeu d'énigmes, c'est un peu enseigner aux joueurs euh, la logique de fusion des couleurs. Ici, je crois que j'essaye de penser les couleurs et leur mélange possible comme synthèse soustractive. Donc la synthèse soustractive, c'est quand on fait de la peinture, si on mélange les couleurs primaires en peinture et qu'on les mélange, ça va donner du noir. Donc c'est un peu l'idée ici. Et là, je viens de dire une énorme bêtise, puisqu'en fait, si on les mélange toutes, ça donne du blanc. Donc en fait, nous, on est en synthèse additive. Un peu comme si on mélangeait des lumières. Mais l'idée est la même, et c'est juste une convention de mélange. Euh, du moment qu'elle est respectée, qu'elle soit consistante du début à la fin du jeu, qu'il n'y ait pas de surprise, le but du jeu n'est pas de briser les règles préétablies, mais justement d'aller explorer leur potentiel euh, de niveau en niveau. Voilà. Donc du début à la fin, j'utilise les mêmes mécaniques de jeu, à savoir prendre des clés, ouvrir des portes, mélanger des couleurs pour ouvrir des portes de couleurs différentes. Et si on a déjà mélangé des couleurs, qu'on conserve la clé à l'intérieur de notre personnage, qui ici est un carré, si on ouvre une porte d'une couleur primaire, on va conserver l'autre couleur primaire dont on avait déjà fait le mélange préalablement pour ouvrir d'autres portes. Donc c'est un peu, voilà, tout le jeu est un enseignement mental aux joueurs de mélanger les couleurs. Euh, voilà. Euh, c'est une logique que j'avais depuis longtemps, parce qu'en tant que graphiste, j'ai fait une école d'art. On avait eu notamment des cours de théorie de la couleur avec de la peinture, euh, en faisant du modèle vivant, de la perspective, des natures mortes, des dessins de paysages. Sauf qu'ici, du coup, c'est très intéressant parce que c'est un jeu d'énigmes et donc, du coup, il y a une forme d'abstraction de cette théorie. Euh, le but n'est pas de créer une œuvre d'art, mais de simplement comprendre la logique de mélange de couleurs pour résoudre des énigmes et aller à la sortie. Voilà. Et là, on voit que je commence à pousser le concept dans son retranchement en contrôlant deux joueurs en même temps. Et ici, le but n'est pas d'ouvrir toutes les portes qui sont les carrés de couleurs, mais de les éviter pour justement conserver les clés jusqu'à la fin du niveau pour ouvrir les portes finales. Donc, du coup, il y a aussi, avec les mêmes mécaniques et les mêmes systèmes, tout en restant consistant, il y a moyen d'inverser euh, des, euh, ce qui est attendu par le joueur. Voilà, on va bientôt arriver au bout. Je pensais que j'allais pas avoir beaucoup de trucs à dire, en fait si, donc c'est plutôt cool. Euh, et ça me fait plaisir de redécouvrir ces jeux parce qu'en fait, vu que je les ai développés sur mon temps libre pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, c'est toujours agréable de voir le chemin parcouru et l'apprentissage fait. Sachant que à terme, sur le projet Les Entendre Naître, il n'y aura pas besoin d'avoir des énigmes aussi abstraites et complexes qui poussent à un concept dans son retranchement. Ça pourrait être des principes de game design beaucoup plus simples et euh,
qui tourne autour de la contemplation et de la musique. Mais voilà, en tout cas, s'entraîner à explorer le potentiel d'un gameplay autour de jeux d'énigmes de manière très épurée et minimaliste, comme c'est le cas ici, c'est un super exercice. Et, et encore une fois, j'applique, on va dire, certains conseils que le game designer Jonathan Blow peut donner en conférence, qui est en fait très souvent dans l'industrie, quand on fait du game design, le game designer va se positionner en tant que concepteur, il va créer des game design documents, il va faire des visions high level de ce qu'il veut être le jeu et utiliser le code et des notions de game design au service de sa vision. Donc souvent on va construire et diriger le jeu vers une vision préétablie. Là c'est différent, c'est justement l'inverse, c'est on part d'une idée potentielle. Donc voilà, ce jeu-là est fini. On va passer au suivant. Je vais le mettre en fond aussi. On part d'une idée potentielle et on va explorer ce que le jeu nous promet. Donc ici, c'est plus du tout le principe de clé et de porte, c'est un peu un principe de magnétisme où on contrôle ce petit poids vert et dès qu'il y a, on va dire, des blocs de couleurs, si le bloc de couleur est un point en son centre de la couleur du joueur, alors il est attiré par lui. Et voilà, l'idée c'est d'éviter de se retrouver bloqué par ces espèces de blocs de couleurs et de les dévier du chemin pour pouvoir s'ouvrir un chemin vers la sortie. Et voilà, je termine ce que j'étais en train d'expliquer précédemment. L'idée c'est d'aller explorer niveau après niveau ce que le potentiel de game design de ce concept. Donc c'est un peu comme si c'était pas nous qui codions les possibilités du gameplay. Elles sont pas hard-codées. On code des règles extrêmement simples. Par exemple, ici, j'ai simplement codé le fait que les cubes de couleur qui possèdent un point vert en leur centre sont attirés par le joueur ou par les éléments verts. Et à partir de là, à partir de ces règles simples, en disposant différemment les niveaux, ça va explorer le potentiel euh, de ce concept. Au début, je commence simplement avec juste des cubes rouges qui sont attirés par le joueur. Et je joue aussi avec ce que le joueur peut émettre comme hypothèse des règles du jeu dans le jeu. Vu que le cube rouge, souvent le rouge signifie danger dans notre culture, il pourrait croire que le cube rouge pourrait le tuer, ce qui n'est pas le cas. C'est juste un cube de couleur qui lui bloque le chemin. Et ici, c'est ce que je montre à travers le niveau, c'est qu'en fait, il y a d'autres blocs de couleurs qui sont juste des blocs de couleurs qui ont la même, euh, le même fonctionnement que les murs. Ils bloquent les joueurs et se bloquent les uns les autres. Euh, et dans les premiers niveaux, c'est très simple. Il n'y a que des blocs qui sont attirés par ce qui est vert. Et le seul élément vert dans le jeu, c'est le joueur. Donc le joueur va faire l'assumption que les cubes sont attirés par le joueur, mais en fait, les cubes sont attirés par l'élément coloré qu'il y a en leur centre. Et du coup, c'était le même code du début à la fin, mais je permets au joueur de réenvisager ce qu'il a appris avec des nouveaux niveaux, où justement l'idée c'est de faire des niveaux où il ne peut que résoudre. Il y a, ouais, la seule solution disponible pour résoudre le niveau, c'est de comprendre l'idée que, ah, en fait, les cubes de couleurs sont attirés par la couleur qu'ils ont en leur centre. Par exemple, ici, le cube jaune est attiré par le bleu, donc il faut réussir à attirer le cube bleu sur sa droite. Et le seul moyen d'attirer le cube bleu est de déplacer les cubes rouges qui eux-mêmes sont attirés par le vert, donc le joueur.
Donc très souvent, créer un bon jeu d'énigmes n'est pas coder et ajouter de nouvelles mécaniques, c'est explorer jusqu'au bout le potentiel de ces mécaniques. Et le meilleur moyen de s'assurer que le joueur a compris ces mécaniques est non pas de lui offrir une solution évidente, mais de permettre du choix sur là où est-ce qu'il peut se situer, dans quel ordre, faire telle action. Euh, voilà. Donc c'est pour ça qu'ici, les premiers niveaux, il y avait au début des chemins qui contraignaient le joueur dans son déplacement, pour qu'il ne puisse pas aller partout, pour que ses choix soient restreints à un nombre de 1 ou 2. Ici, je brise la convention que j'ai mis en place dans le level design, qui était de créer des chemins dans lesquels le joueur peut se déplacer. Ici, les mondes commencent à être beaucoup plus ouverts, et donc, par exemple, ici, le joueur a le choix d'aller d'abord à gauche, d'abord à droite, d'abord à gauche, puis revenir sur ses pas, puis à droite ou en bas, pour éviter que des cubes soient dirigés dans un sens ou dans l'autre, etc., etc. Là, je me permets dans ce jeu-là d'ajouter quand même de nouvelles mécaniques. Euh, donc ça va un peu à l'encontre de ce que je viens de dire, mais en fait c'est une nouvelle mécanique qui vient en complément des mécaniques déjà mises en place. Ici, il y a les petits points de couleur, qui sont un peu comme des petites pastilles. Si un cube, lors de son déplacement, lorsqu'il est attiré par un élément, tombe sur ce petit point de couleur, ça va changer son magnétisme, ça va changer son point de couleur qu'il a à l'intérieur. Et du coup, ça veut dire que euh, oui, ça continue. Ça veut dire que il faut vraiment réfléchir à dans quel ordre déplacer les éléments pour justement modifier les behaviors, les comportements des cubes, les uns par rapport aux autres, euh, pour justement s'ouvrir le passage et aller jusqu'à la sortie. Euh, donc c'est, on va dire, une évolution du principe de base, juste en ajoutant une ligne de code, en gros. Et il y a vraiment cette philosophie que je trouve très élégante, c'est ce qu'on appelle le principe d'émergence, c'est créer des phénomènes complexes à partir de règles simples. C'est des choses qu'on voit de plus en plus dans des jeux vidéo comme Far Cry, Assassin's Creed, le dernier Zelda, Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, qui sont des principes mis en place dans des mondes ouverts, dans des jeux d'aventure, avec peut-être des systèmes, on va dire, intuitifs, avec le feu, le vent, la glace, l'eau, etc., où les éléments vont pouvoir se combiner ensemble. Genre si on prend une torche et qu'on enflamme le sol, ça va créer un incendie, ce genre de choses. Sauf que les philosophies sont très différentes. Vu que ce sont des mondes ouverts, le jeu va plutôt offrir des situations aux joueurs, des situations uniques, mais qu'il peut résoudre de la manière dont il veut pour offrir de la rejouabilité et du fun. Des jeux d'énigmes, c'est un peu l'inverse, c'est une situation unique qui est une solution unique, je me répète, mais pour enseigner une synergie possible des mécaniques de jeu aux joueurs, euh, pour lui montrer, hey, regarde, il y a quelque chose de très intéressant qui se passe dans la synergie de ces mécaniques, qui au début du jeu étaient très simples et évidentes, mais qui combinées ensemble vont créer des situations logiques, euh, mais étonnantes, et le fun provient de là, quoi. On va passer en vitesse de lecture x2, j'aurais dû le faire depuis le début. Et voilà. Et là, on passe à la troisième phase de ce petit jeu d'énigmes, qui est maintenant on peut aussi non pas changer le magnétisme des blocs de couleurs, mais aussi leur couleur en eux-mêmes. Donc, du coup, ça, c'est l'ajout d'une nouvelle règle, mais qui reste dans le concept de magnétisme, bloc de couleurs et attirance, entre guillemets. Donc voilà, c'est toujours l'idée de voir ce qu'il est possible de faire
avec ce concept et j'étais assez étonné et heureux euh, de voir que c'était plus facile que ce que je pensais de créer des bonnes énigmes. Parce que souvent, quand on crée un jeu ou n'importe quel projet créatif, souvent on passe par une phase d'exploration où on teste plein d'idées, on voit ce qui marche, on voit ce qui marche pas, et ensuite on sélectionne et on réagence ce qui marche et ce qui ne marche pas pour conserver que le meilleur pour l'offrir aux joueurs en fait. Donc souvent il faut faire plein de niveaux et tester le potentiel de l'idée pour savoir quelle est la bonne direction que le jeu doit prendre pour que le jeu soit fun et intéressant et pas trop dur et riche et intuitif et compréhensible, etc., etc. Mais là, avec ces principes-là, le principe de clé de porte, de magnétisme et de euh, celui que je montrais dans le projet suivant, j'ai presque fait les niveaux dans l'ordre. J'ai commencé par ce qui me semblait être évident, un peu comme si j'enseignais aux joueurs à marcher, et où je m'enseignais moi-même à comprendre les fondamentaux des principes de jeu que j'étais en train d'explorer. Et plus j'avançais dans le jeu, plus je poussais le concept dans ses retranchements et je découvrais moi-même le potentiel de gameplay du jeu. Donc c'était presque une exploration personnelle de découvrir quelque chose qui, qui existait déjà, un peu à la manière d'un mathématicien ou d'un scientifique qui découvrait des lois mathématiques euh, qui existent déjà dans l'univers. C'est pas quelque chose que j'avais pré-conscientisé. C'est avec le système de clé de porte et ce jeu-là, j'avais la sensation qu'il y avait un potentiel riche à explorer. Comme aussi, c'est quelque chose qui peut être cultivé avec le temps, le fait de jouer à beaucoup de jeux d'énigmes et tout. Ça entraîne l'esprit à avoir une intuition dans ce sens-là et à se dire, tiens, peut-être qu'il y a ce principe de gameplay qui va posséder un potentiel de synergie plus grand qu'un autre. Mais dans le même temps, c'est quelque chose que j'ai découvert. Et notamment ce jeu-là, au début, je pensais que faire des niveaux avec les blocs de couleurs attirés les uns les autres. Et après, je me suis dit, ah, mais ça peut être trop bien s'il y a des petites billes qui changent leur magnétisme, et ça peut être trop bien si il y en a d'autres qui, euh, qui changent leur couleur en eux-mêmes. Euh, voilà. Et j'allais dire dernier jeu, mais non, c'est pas le dernier jeu, donc on va le passer directement en vitesse x2. Ici, je me suis dit, tiens, ça va être amusant, on va essayer d'explorer le principe de jeu en coopération avec un joueur seul. Et on a un bonhomme rouge, un bonhomme vert. Les bonhommes rouges ne peuvent pas passer les portes rouges, les bonhommes verts ne peuvent pas passer les portes vertes. Euh, les portes rouges peuvent être ouvertes avec les interrupteurs rouges, les portes vertes également, mais les bonhommes verts peuvent passer les portes vertes et les bonhommes rouges les portes vertes. Non, les bonhommes verts peuvent passer les portes rouges et les bonhommes rouges peuvent passer à travers les portes vertes. Et à travers ce principe très simple, euh, il y a moyen de faire des choses très intéressantes. Notamment quand on commence à découvrir que les personnages peuvent se pousser les uns les autres et donc s'aider à traverser des portes et commencer à utiliser des cubes que l'on peut aussi positionner sur les interrupteurs et les laisser ici. Ça offre des potentiels de level design très intéressants. Euh, et, euh, et voilà. Et tout fonctionne autour de trouver la bonne séquence de déplacement qui permet d'ouvrir la bonne porte dans tel ordre. Euh, voilà. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez magique dans ce genre de synergie très minimaliste, mais qui peuvent, juste avec des jeux visuellement pauvres, en pixel art, euh, et ben le plaisir de jeu est là, quoi. Donc il y a vraiment cette idée que si j'arrive à finir mon apprentissage et l'exploration de ce principe de game design, on va dire en cultivant l'esprit d'un programmeur, plus tard, si je développe d'autres jeux qui ont une structure, on va dire, aussi stable et intéressante, juste avec du game design, si par-dessus, plus tard, je rajoute une surcouche visuelle belle, cohérente, graphique, qui soit peut-être même être en lien avec une narration ou du world building, euh,
ben c'est gagné, en tout cas sur le papier. C'est bien sûr plus dur que ça, mais ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Voilà. Je pense que je commence à avoir dit plus ou moins l'essentiel de ce que je voulais partager dans ces vidéos. Euh, ouais, il y a notamment le niveau qu'on vient de voir. Mes premières expérimentations de game design étaient très, on va dire, primaires, sur des notions de jeu très évidentes, clé, porte, magnétisme, etc. Là aussi, c'est toujours le principe de clé de porte et de bouton poussoir, et c'est des choses qu'on a vues mille fois dans le jeu vidéo, un personnage qui tire une caisse, la pose ici, mais souvent dans les jeux vidéo, c'est des énigmes qui sont des énigmes ponctuelles qui s'incluent dans un jeu d'aventure, donc ces énigmes sont ici pour changer le rythme de l'exploration et offrir une variété de game design. Donc c'est souvent des énigmes qui ne sont pas à la recherche d'une exploration de jeu d'énigmes poussé, mais qui sont plus là pour créer un moment de respiration et de divertissement aux joueurs. Donc souvent ce sont des énigmes qui sont assez simples, voire pauvres, mais pas dans le sens critique ou négatif, mais dans le sens où c'est pas le but du jeu en fait d'être un jeu d'énigmes. Ce sont des jeux d'énigmes, non, des jeux d'aventure, exploration avec parfois de l'action, avec des énigmes dedans. Donc souvent ce sont des énigmes qui sont relativement simples. Euh, voilà. Et donc du coup le fait de se concentrer que sur un principe de gameplay et d'explorer à fond le potentiel de ce game design, jusqu'à, dans les derniers niveaux, commencer à atteindre la limite, que ça devienne complexe et de s'arrêter juste avant que ce soit confus, c'est là où c'est intéressant, je pense, en termes de jeu d'énigmes, hein, bien sûr. Et, et du coup, c'est hyper intéressant parce que même, moi-même, en tant que game designer junior, ça m'a permis de comprendre non pas seulement une synergie des mécaniques de jeu, mais une synergie qui n'est pas codé, qui n'est pas vraiment du game design, mais qui est joué avec les attentes du joueur. Il y a notamment quelque chose de très drôle qui est si j'enseigne des mécaniques de base aux joueurs et que je joue sur le layout entre les niveaux, avec des layouts qui soient similaires les uns avec les autres, je peux lui créer une expectation, je peux lui créer une attente. Par exemple, je peux commencer à lui enseigner inconsciemment que euh, le bouton rouge ouvre la porte rouge. Donc il faut commencer par ça. Et le bouton vert ouvre la porte verte. Donc ensuite tu fais ça. Et juste en changeant le layout, il peut y avoir une inversion de la solution où le joueur va croire qu'il faut résoudre l'énigme dans un sens particulier et évident, alors qu'en fait la résolution va être euh, de faire l'inverse en utilisant une synergie qu'il n'avait pas vue. Et très souvent ça crée la situation dans l'esprit du joueur de attends, c'est presque le même niveau que celui d'avant, et si je le résous de la même logique que le niveau d'avant, il me paraît impossible. Et donc il y a ce côté, ce jeu me paraît impossible. Mais vu qu'il y a une confiance qui a été établie entre le joueur et le joueur, le jeu et le joueur, cette confiance qui réside dans la consistance des mécaniques de jeu, où on habituait le joueur à se dire oh, il n'y a pas, les règles ne changent pas. Les boutons verts vont toujours ouvrir les portes vertes et les boutons rouges également les portes rouges. Donc ça veut dire qu'en fait, euh, le jeu ne s'est pas brisé. Il n'y a pas eu de changement dans la règle du jeu, il n'y a pas de bug. Inconsciemment, le joueur se dit je suis entre de bonnes mains, j'ai confiance dans le designer, et donc le designer me communique de manière non verbale. Non, mais en fait, c'est prévu, c'est pas une erreur de ma part. Le niveau, tu peux le résoudre, et donc il y a une solution cachée que tu n'as pas encore vue qui est disponible. J'adore ce niveau, dans le sens où le layout est extrêmement simple. Et on pourrait se dire, tiens, mais c'est bizarre en fait, ça va être très facile de le résoudre.
Et en fait, il faut vraiment faire tout un truc alambiqué, de passer d'un personnage à un autre pour justement trouver la solution. Et du coup, c'est un peu le niveau final qui illustre justement cette idée de, en réutilisant un nombre très limité d'assets, juste deux portes, deux clés, un couloir. Mais en fait, ça peut être un des niveaux les plus durs du jeu, parce que le joueur doit utiliser une synergie qui lui était disponible, mais cachée dès le début, quoi. Color Spy. Ah, voilà. Et je vais terminer avec ce jeu d'énigmes-là, où l'idée c'était de reprendre, on va dire, tout ce que j'ai appris en termes de puzzle et game design jusqu'à maintenant, et de reprendre euh, l'esthétisme des premiers Splinter Cell, qui était un jeu d'infiltration d'Ubisoft, et de jouer sur cette idée d'un petit personnage pardon, qui doit éviter les gardes et ouvrir des portes et hacker des systèmes. Donc, dans le premier Splinter Cell, il y avait vachement cette notion de ombre et lumière, il fallait se cacher dans l'ombre, etc. C'est quelque chose que j'ai enlevé parce que les premières versions du jeu ne permettaient pas un gameplay intéressant, je trouvais. Donc du coup, je me suis concentré sur plutôt un côté Metal Gear Solid, avec des gardes qui peuvent voir le joueur, qui vont se diriger à l'endroit de la dernière position où il a été vu, et le hacking des systèmes électroniques du jeu. Donc il y a des tourelles de couleur rouge qui peuvent tuer le joueur, et des boutons qui ouvrent les portes, qui sont les sorties. Donc voilà, les premiers niveaux sont très simples. On peut découvrir qu'on peut hacker les tourelles. Et si la tourelle devient verte, ça veut dire qu'elle est notre allié, parce qu'elle est de la même couleur que le personnage. Donc là, il y a de la manière non verbale, en utilisant juste la couleur, on peut signifier des principes de game design, avec l'idée que ce qui est rouge égale danger égale mort, vert égale élément hacké, euh, et euh, inoffensif pour le joueur, mais nocif pour les ennemis, etc., etc. Donc les premiers niveaux sont assez simples et vont explorer ce potentiel-là à travers des layouts a priori simples, mais qui ont été euh, pensés d'une certaine manière pour justement enseigner ces idées-là aux joueurs. Là, par exemple, on ne peut pas résoudre le niveau sans comprendre qu'il faut attirer l'ennemi à un certain endroit pour qu'il se fasse tuer, sinon l'ennemi peut lui-même re-hacker un interrupteur qu'on a hacké, qui va reconvertir une tourelle en rouge qui peut nous tuer possiblement. Donc ça force le joueur à prendre son temps et être analytique et à pas courir tête baissée. Euh, voilà. Donc les premiers niveaux sont assez... je pense qu'il y a un challenge qui est déjà intéressant, qui va explorer le potentiel de cette idée. Et au bout d'un moment, pendant que je concevais ce jeu, j'ai, je me suis dit, ah mais ça peut être super intéressant qu'à un moment donné, j'introduise un second joueur, dont le joueur peut aussi, un second personnage dont le joueur pourrait lui-même avoir le contrôle, pour retrouver cette notion de jeu de coopération à jouer seul, que j'avais déjà exploré dans Co-op Door ou Color Friends. Voilà, et donc de réutiliser, on va dire, des apprentissages personnels de game design que j'ai fait dans d'autres jeux et de nourrir celui-ci avec. Euh, et donc, je pense qu'on va bientôt arriver au niveau où on va pousser les règles du jeu dans leur retranchement, jusqu'à arriver à l'idée d'introduire un nouveau personnage euh, qui va avoir une compétence supplémentaire de hacking, euh, qui sera de hacker des tourelles de la même manière que le joueur vert, mais cette fois-ci, le hacking ne permet pas aux tourelles d'être de couleur verte et donc d'avoir une capacité de destruction, mais la couleur du personnage va être bleue et le bleu correspond à la notion de conversion plutôt que de destruction. Et donc, il va pouvoir y avoir toute une synergie
de reconvertir des éléments les uns avec les autres dans un ordre particulier pour résoudre les énigmes. Et donc c'est du game design qui me paraît justement plus intéressant parce que il y a même quelque chose de logique là-dedans. Euh, c'est presque mathématique. Si on tue des ennemis ou si on détruit des game objects, à savoir des tourelles qui pourraient être un frein à la résolution de l'énigme, ben, on détruit euh, des game objects et leurs fonctionnalités et donc on élimine des potentiels de synergie possibles dans le jeu. Et donc, c'est un peu comme si on soustrayait euh, des possibilités intéressantes de game design. Moins on en a, moins il y a de synergie possible, moins c'est intéressant. Donc il y a un peu un paradoxe, c'est que à la fois oui, en détruisant nos ennemis ou en détruisant les menaces autour de nous, ça donne une récompense aux joueurs et un sentiment de satisfaction et d'évolution, mais on enlève des potentiels de jeu également. Donc du coup, je trouvais ça très intéressant de commencer par cette convention de pour avancer dans le jeu, il faut hacker des interrupteurs et des tourelles pour détruire ce qui nous bloque le passage pour pouvoir arriver à la fin. Et ensuite, justement, créer la surprise de oh, en fait, maintenant il y a une nouvelle mécanique qui va être dans la conversion et le voilà de nouveaux principes de hacking pour euh, entraîner l'esprit du joueur à réenvisager complètement le jeu qu'il a appris à jouer jusqu'à maintenant. Donc le personnage bleu, en fait, il peut être contrôlé par le joueur quand il appuie sur la touche d'action, donc il peut switcher de l'un à l'autre. Non, pardon, ça je confonds, c'était dans Color Friends. Il peut changer d'un personnage à un autre en allant justement sur les petits socles de la couleur de son personnage. Donc même ce jeu de coopération, il y a une énigme en elle-même qui est il faut aussi faire du backtracking pour ensuite prendre contrôle de l'autre personnage qui est à ma disposition. Donc il y a encore une autre surcouche de jeu euh, qui est intéressante dans la résolution des énigmes. Et le personnage bleu n'est pas tué par les tourelles vertes et inversement le vert n'est pas tué par les tourelles rouges, bleues. Et du coup j'avais créé des niveaux qui forçaient le joueur à passer dans un des rayons parce qu'il y a un couloir qui est très loin, il est obligé de se prendre le rayon pour lui montrer que en fait tu vois tu ne peux pas être tué par la couleur de ton ami. Et ça c'est des choses qui sont très importantes quand on fait du level design, qui est de s'assurer que le joueur a bien compris toutes les règles de jeu mises à sa disposition et qu'il n'y ait pas de zone d'ombre. Parce que si c'est quelque chose qu'il n'avait pas compris, c'est une notion qu'il aurait pu ne pas avoir en tête et donc il aurait pu avoir peur de prendre des risques pour résoudre des énigmes et passer à côté de ce qui fait le véritable challenge, à savoir réfléchir à la résolution de l'énigme plutôt que prendre des risques inutiles et d'être trop dans un jeu d'action aventure, puisque ce n'est pas le propos du jeu. Voilà, et là on arrive dans des niveaux où on se découvre aussi que si on convertit des tourelles bleues, ces tourelles peuvent aussi hacker les ennemis euh, qui sont de couleur blanche, donc de la même couleur que les éléments hackables. Donc il y a aussi une consistance dans la direction artistique, même si elle se veut minimaliste. Euh, euh, voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire par rapport à mes apprentissages de game design, puzzle game, avec ces entraînements, avec ce logiciel, ce petit outil de scripting qui s'appelle Puzzle Script. Et, euh, et voilà. Euh, Sachant que euh, voilà, cet outil-là permet de se faire la main sur les fondamentaux du game design sans avoir besoin ni de programmer ni d'utiliser un game engine complexe tel que pourrait l'être Unity ou Unreal. Euh, voilà. Et mon objectif, une fois ces exercices personnels terminés,
je me suis dit, voilà, maintenant que je me sens plus à l'aise et plus serein et plus stable dans mes apprentissages de game design et puzzle game, je vais passer à la vitesse supérieure. Je vais faire un jeu d'énigmes en 3D, de type de déplacement case par case, mais en utilisant Unity, où justement là je vais commencer par réfléchir au game design, mais en pouvant ensuite rajouter une surcouche graphique euh, un peu plus agréable à l'œil, pour inviter, on va dire, plus de joueurs à découvrir mes créations et justement continuer mon apprentissage de discipline et méthode où le but c'est de commencer par l'architecture et la colonne vertébrale de gameplay, de game design, de puzzle game, avec une logique très mathématique, et par-dessus rajouter ce côté visuel et, euh, et, euh, et voilà, d'avoir cette idée de d'inviter un joueur à découvrir un monde qui peut être beau et poétique et avec une petite histoire simple et ce genre de choses. Et voilà, on va terminer sur ce dernier niveau qui justement est visuellement complexe mais pas si difficile à résoudre, qui est un peu le reward final aux joueurs. Euh, voilà. Ah oui, on a Color Portal. Je croyais que c'était le dernier jeu, mais voilà. C'est c'est l'exception qui confirme la règle avec ce jeu-là, en fait. Et je termine là-dessus. Je vais le passer plus vite parce qu'il est plus court. Je pensais avoir une super idée de game design en reprenant le principe de portail qu'on peut voir dans pas mal de jeux d'énigmes, et notamment avec le jeu Portal. Mais cette fois-ci où les portals ne peuvent pas être placés où l'on veut, mais sont des éléments qui peuvent être déplacés à l'aide de caisses qui leur sont associées. Donc du coup, en fait, il y a deux genres en un. Il y a réfléchir à dans quel portail entrer et à quel portail sortir pour aller jusqu'à l'exit, à la sortie. Et on doit déplacer les portails les uns par rapport aux autres dans un ordre particulier pour résoudre l'énigme. Puis on introduit d'autres portails de couleurs pour justement forcer le joueur à réfléchir dans quel ordre faire les choses. Et donc il y a des séquences particulières où les portails, on va dire, de couleur froide, bleu et vert, sont associés entre eux, et ceux de couleur chaude, orange et jaune, sont associés entre eux. Et je me suis dit, ça va être super marrant de commencer à pousser le système dans leur retranchement, où il va y avoir moyen de pousser les caisses. euh, donc je le répète, ces caisses-là permettent de déplacer les portails. Si je pousse des caisses et que je les fais passer dans des portails, ça va déplacer la position des caisses. Et les caisses elles-mêmes peuvent passer dans les portails. Voilà, donc je me suis dit ça va être trop amusant, ça va être complètement fucked up et ça va être très riche. Et en fait, j'ai dû hardcoder chaque synergie possible parce que j'arrivais pas à trouver un code simple et élégant qui permettait de faire ça de manière simple. Et je me suis perdu dans de la complexité et même à la fin, les niveaux commençaient à devenir confus et pas très fun parce que trop complexe. Donc du coup, c'était, on va dire, l'exception qui confirme la règle que toutes les idées n'ont pas un potentiel euh, euh, de game design profond, quoi. Il y a pas moyen. Enfin, peut-être peut-être qu'en changeant certains principes et en réenvisageant mon level design, j'aurais pu trouver quelque chose d'intéressant. Mais ça m'a demandé beaucoup plus d'efforts et beaucoup plus de travail pour arriver à un résultat similaire, voire moins bien que les autres jeux que j'ai faits, car trop complexe. Voilà. Bon, eh bien, je vérifie s'il n'y a pas un autre jeu. Non, on revient sur le début avec la vidéo sur Stephen Sausage Roll. Et voilà, donc euh, voilà. J'espère que ces vidéos, ces explications vous ont plu, que vous aurez trouvé ça intéressant. Je fais un peu ces journaux, ces journaux de bord, journaux de bord à la volée. Donc je sais pas combien de temps j'ai parlé, c'est peut-être un peu lourd. Dans les prochaines vidéos, je vais essayer
segmenter un peu plus. Mais voilà, je voulais pas faire toute une playlist d'analyse de game design des œuvres que j'ai déjà fait. Je voulais faire un truc un peu plus compact et voilà, rester succinct sur euh, ce que j'ai appris de game design en m'entraînant à faire ces petits jeux d'énigmes, en espérant que ces connaissances pourront me servir plus tard à d'autres jeux, peut-être moins complexes et moins euh, euh, j'ai pas le mot qui me vient, mais moins euh, ouais, moins orienté puzzle game, mais voilà, d'utiliser ce que j'ai appris sur d'autres types de jeux et peut-être plus aller retrouver cette notion d'aventure, exploration, poésie et contemplation que j'espère créer pour le projet Les Entendre Naître, mais en utilisant aussi ce que j'ai appris en termes de game design, notamment toute la communication non verbale entre le jeu et le joueur, qui sont des notions très intéressantes euh, et assez passionnantes. Voilà, j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Ciao.